Bruit de page de l'université du Bruit de Havre. page. Bruit de page. Page. Bruit de page. Bruit de page. Éric Saunier, je vais vous parler de l'histoire du Havre, qui est un ouvrage universitaire, une synthèse générale sur l'histoire du Havre que j'ai co-dirigé avec John Barsman et qui est paru en mars 2017 pour une raison un petit peu évidente, qui est les 500 ans de la fondation de la ville du Havre. C'était une occasion pour présenter un livre d'histoire qui est richement illustré et qui a l'intérêt de faire la synthèse de travaux que l'on dirige au sein de l'université de Havre depuis une vingtaine d'années. Donc c'est un ouvrage qui réunit l'ensemble des enseignants-chercheurs en histoire de l'université. Donc c'est un collectif de 8 personnes, donc les 6 enseignants-chercheurs en histoire de l'université, plus Claude Malon et Jean-Pierre Ouatté qui ont apporté leur lumière concernant des sujets qu'ils connaissent bien, c'est-à-dire l'histoire coloniale, des guerres contemporaines et la préhistoire pour Jean-Pierre Ouatté. Donc l'ouvrage est, pour le présenter à grands traits, l'ouvrage est un ouvrage qui comprend 3 parties, avec à l'intérieur 3 chapitres pour la première partie qui intéresse l'histoire du Havre avant la fondation, 3 chapitres qui s'intéressent aux 3 premiers siècles d'histoire du Havre, c'est-à-dire de la fondation de 1517 jusqu'aux années 1820 qui marquent l'achèvement du bassin du commerce, et puis évidemment une 3e grosse partie sur l'histoire contemporaine. Concernant l'ouvrage, si je le présente un petit peu à grands traits, une des premières choses que je voudrais signaler, c'est peut-être paraître un peu curieux au lecteur, mais ça a son intérêt, c'est la présence d'une première partie qui concerne l'histoire du Havre, donc avant 1517, ce qui peut paraître assez curieux de faire l'histoire d'une ville avant sa fondation, et c'est une des originalités de ce livre. Le but de cette première partie, c'est-à-dire qu'avec finalement une possibilité de présenter l'histoire de cette ville depuis quasiment la préhistoire, le but, c'est, j'allais dire, peut-être de mieux faire comprendre ce que l'on appelle l'acte fondateur de 1517 et de le montrer comme étant finalement quelque chose d'assez logique, quelque chose qui est finalement est autant la résultante d'une évolution économique, démographique, politique, que la décision d'un roi, puisque dans cette première partie, on voit très très bien que finalement, dès le Moyen-Âge, la Pointe de Caux, enfin la région connaît une expansion démographique et aussi une importance stratégique liée à la présence au déroulement de la guerre de Cent Ans et à l'importance qui est accordée aux bases arrières que constitue la Pointe de Caux, et que finalement c'est autant ces facteurs-là qui ont incité la monarchie française à créer la ville du Havre que véritablement une décision qui aurait été prise de façon exclusivement politique par François Ier. Donc c'est la raison pour laquelle il y a de longs développements avec des apports assez nouveaux sur le Havre avant le Havre, comme l'indique le titre de cette partie. Donc ça, c'est la première partie de l'ouvrage, les 100 premières pages. Et puis évidemment, par la suite, l'ouvrage fait 450 pages en tout. Par la suite, évidemment, il y a une partie plus consistante qui s'intéresse aux 3 premiers siècles de l'histoire du Havre. Alors, pour présenter à grands traits, évidemment, ce qu'il y a dans cette partie qui est beaucoup plus longue en temps, je voudrais insister sur ce qui est peut-être nouveau et qui pourrait intéresser un lecteur en termes de connaissances. Alors, le premier élément qui est assez nouveau, c'est la réflexion qu'il peut y avoir sur la période de la fondation qui, en gros, va de 1517 à 1563, et qui est une période assez troublée, et qui est une période pendant laquelle le développement de la ville est assez compromis par l'irruption des guerres de religion
et notamment le fait que la ville va être entre les mains des Anglais, va être livrée aux Anglais par les échevins protestants, donc en 1562. Et c'est véritablement à partir de 1563, et non peut-être 1517, que véritablement l'identité de la ville du Havre va s'affirmer autour de deux aspects qui sont les aspects suivants, c'est-à-dire une identité religieuse, une identité de catholique très très forte, qui est marquée par cet épisode qui a été vécu comme un traumatisme religieux. Et c'est vrai que si on lit les 150 pages qui suivent et qui finalement synthétisent les apports des recherches récentes, on se rend compte que l'histoire et surtout l'évolution de la société havraise est très, très marquée par l'influence de la religion catholique et sa capacité finalement à influencer la culture et les rapports sociaux au sein de cette ville. Et puis, comme c'est quand même un épisode qui a mis en relation ce qu'on pourrait appeler la menace anglaise, durant ces 2 siècles, on va voir une ville qui va s'affirmer autour finalement d'une identité qu'on qualifierait aujourd'hui d'assez patriotique et qui va d'ailleurs en faire une ville un petit peu atypique par rapport aux autres villes portuaires maritimes auxquelles on peut comparer le Havre, des villes comme Bordeaux ou La Rochelle, qui sont des villes dans lesquelles on a observé à l'époque moderne une tendance assez prononcée à contester l'État, l'autorité de l'État. C'est une chose qui est beaucoup moins présente au Havre et il est à peu près évident que cet épisode originel a joué un rôle très très important à ce niveau. Donc ça, c'est un aspect qui est peut-être beaucoup plus développé dans cet ouvrage que dans les ouvrages précédents. Pour ce qui concerne cette partie, ce qui est aussi beaucoup plus développé dans cet ouvrage que par rapport aux ouvrages précédents, la précédente synthèse sur l'histoire du Havre, enfin universitaire, a été publiée en 1983 chez le même éditeur, donc 30 ans sont passés. Et des différences majeures, c'est aussi l'insistance qui est faite à décrire ce qu'on peut appeler la ville des Lumières, c'est-à-dire la ville du XVIIIe siècle. Le Havre a jusqu'ici une réputation de ville assez peu cultivée, assez peu tournée vers les activités intellectuelles durant ces 3 premiers siècles. Et dans cet ouvrage, on constate, grâce aux apports de travaux récents, que c'est une ville où se développe un urbanisme intéressant et novateur dès le début du XVIIIe siècle, où émerge ce qu'on pourrait appeler une culture négociante aussi assez savante avec des sociétés de réflexion comme la franc-maçonnerie, avec des lieux de sociabilité autour de cabinets de lecture. Alors évidemment, c'est peut-être pas une ville qui répond, dont, je veux dire, la mentalité des habitants répond au canon que l'on véhicule autour de la culture des Lumières. C'est pas forcément des écrits philosophiques, c'est pas forcément des écrits de cette nature, mais il se développe au Havre une culture techniciste, et puis finalement toute une réflexion sur la manière de moderniser l'activité maritime qui jusqu'ici était assez méconnue. Donc ça, c'est pour les 3 premiers siècles, cette deuxième partie qui se termine autour de l'épisode de la Révolution française, évidemment, épisode sur lequel l'ouvrage apporte des éclairages nouveaux, notamment en ce qui concerne la période de l'Empire, qui jusqu'ici, du Premier Empire, et de la période donc napoléonienne, qui jusqu'ici était très très méconnue par manque de travaux. Et là, on se met en valeur cette période qui est particulièrement intéressante parce que c'est une période un petit peu transitoire et un petit peu contradictoire aussi. En même temps, on a l'impression que la ville ne change pas par rapport à la période précédente parce que finalement, ce sont toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Les gens qui sont au pouvoir sont Napoléon, sont des gens relativement âgés et qui étaient déjà au pouvoir à la fin du XVIIIe siècle, avant la Révolution française. Ça, c'est l'aspect un petit peu continuité. Mais il y a une rupture parce que c'est finalement à cette époque-là qu'on constate les premiers mouvements sociaux un petit peu significatifs autour du port.
et finalement les premières marques de ce qu'on pourrait appeler de déliquescence du lien social qui annonce un peu l'histoire contemporaine. Alors évidemment, l'histoire contemporaine, c'est la troisième partie de l'ouvrage, qui est un gros morceau, qui est un très très gros morceau, évidemment, et qui est une partie d'ailleurs qui est organisée en 6 chapitres, qui ont été rédigés par des spécialistes de cette période. Alors, pour résumer un peu les choses à grands traits, les 2 premiers chapitres de cet ouvrage, qui sont rédigés par Christian Chevandier et par John Barzman, mettent en avant finalement les grandes transformations démographiques et structurelles qui, en gros, enfin, faut les dater un petit peu, que l'on voit se mettre en place entre 1820 et à peu près la révolution de 1848. C'est à ce moment-là, c'est même un tout petit peu plus tard, que la ville va passer de rang de ville moyenne à grande ville, puis avec l'annexion des quartiers périphériques, des quartiers avec l'annexion d'Ingouville, avec l'annexion du Bas-Sanvic, etc. Donc il y a un changement d'échelle qui est bien mis en évidence. La surface va être multipliée presque par 10, la population par 2. C'est durant aussi cette période-là, donc, et pendant ces 2 premiers chapitres, qu'on décrit finalement le début de la ségrégation sociale au Havre, parce que jusqu'ici, c'est une ville où il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, c'est évidemment 2 chapitres qui accordent une part assez importante à la rupture qui a pu être, que l'on a pu constater avec le bombardement de 1944, rupture évidemment sur le plan de l'urbanisme. Pour montrer d'ailleurs ces transformations de la ville durant la période contemporaine, je vais lire un petit passage d'un personnage qui surprendra un petit peu parce qu'il n'est pas très associé au Havre. C'est l'ancien maire de Lyon, Édouard Herriot. Mais l'ancien maire de Lyon, Édouard Herriot, a été un homme politique d'importance. Il a été l'équivalent de ce qui serait aujourd'hui le Premier ministre, président du Conseil. Il est à la tête du cartel des gauches. Et il a évidemment des contacts avec des amis et des personnes qui ont sa sensibilité politique dans d'autres villes de province. C'est ce qui est le cas, par exemple, de Meyer au Havre. Et en dehors de cet aspect des choses qui explique qu'il se soit intéressé au Havre, c'était aussi un homme de lettres et qui a consacré un petit ouvrage qui est paru un petit peu plus tard, enfin après sa prise de pouvoir, enfin l'exercice de son pouvoir entre 1924 et 1926. Il a écrit un petit ouvrage en 1932 qui s'appelle La Porte Océane, qui est paru chez Hachette, et dont je vous lis un court passage parce que ça décrit bien ces transformations que l'on observe dans cette ville, transformation donc démographique, économique, au début du XXe siècle. Voilà ce qu'il écrit. Il est un coin secret, une retraite de silence, dont l'on peut mesurer du regard ces conquêtes progressives du Havre sur la vase et sur l'eau. Ces courageuses offensives contre les marées qui, périodiquement, ruinent les maisons ou font sombrer les navires. Ce duel de la pierre et du flot, l'extension continue des chantiers et des usines. La violence même du contraste accuse la grandeur du spectacle. Dans les vergers de Graville-Sainte-Honorine, une ville qui a détruit presque tout son passé pour ouvrir les voies à son avenir, conserve les restes d'une vieille abbaye du XIe siècle, où tel chapiteau de la nef fait revivre devant nous, crûment, les soldats conquérants de l'Angleterre. Des haies d'épines blanches cernent de leurs corymbes le petit cimetière. Après la floraison, elles criblent les pierres de leurs fruits rouges et charnus. Donc on voit un petit peu comment les témoins, les contemporains de l'époque ont pu saisir ces transformations donc qui sont vraiment très très importantes, enfin que l'on observe de manière vraiment prégnante à partir du milieu du XIXe siècle. C'est vraiment à partir de la révolution de 1848 que l'on observe ces mutations majeures. Donc ça, c'est essentiellement l'apport des 2 premiers chapitres. Et puis par la suite, évidemment, on a quelques chapitres qui sont consacrés à la description de la vie politique et aussi aux transformations sociales. Alors sur le premier plan, pour indiquer, c'est finalement peut-être retenir, c'est cette notion de ville bleue sur le plan politique, pour reprendre l'expression d'un collègue qui a longtemps travaillé au Havre et qui est aujourd'hui à Strasbourg et qui a écrit une thèse sur le Havre, qui est Pierre Ardayou.
l'expression de ville bleue désigne un peu le modérantisme politique qui caractérise Le Havre depuis, on pourrait presque dire, depuis la Révolution française. Alors modérantisme et sens du compromis qui est lié à... Alors, ça a des traductions. Ça a des traductions, par exemple, c'est le fait que généralement les maires de cette ville ont exercé des mandatures qui sont assez longues, que ce soit Léon Meyer pour la période qui précède la Seconde Guerre mondiale, André Duroméas durant la période de domination du Parti communiste, ou plus récemment Antoine Ruffnac. C'est quelque chose qui me paraît assez significatif, c'est la longueur de ces mandats. Et la longueur de ces mandats va avec une certaine volonté de stabilité, alors à travers des couleurs politiques qui peuvent être fort différentes, mais qui se sont toujours traduits par un sens du compromis pour deux raisons, deux proximités en fait. C'est la proximité de Paris qui fait que finalement on ne peut pas faire sans une certaine dépendance de l'État, quelles que soient les périodes. Et puis l'autre proximité, c'est celle de l'Angleterre, mais il faut évidemment prendre ça de manière un petit peu par extension. Le Havre a une fonction de frontière maritime qui fait que le contexte international joue toujours dans la gouvernance de cette ville. Port d'un débarquement, position stratégique durant les guerres mondiales. Donc il y a d'assez profonds développements sur ces questions. Alors puisqu'il s'agissait des guerres, évidemment dans le livre il y a aussi un chapitre complet rédigé par Claude Malon sur les guerres, pas sur la guerre, parce que c'est vrai que celle qui retient l'attention, c'est très souvent la Seconde Guerre mondiale en raison du bombardement. Mais l'intérêt du chapitre consacré aux guerres au pluriel, c'est de montrer finalement une espèce de continuité historique durant la période contemporaine autour de l'importance stratégique du Havre, que ce soit en 1870-1871, durant la Première Guerre mondiale, et puis durant cette Seconde Guerre mondiale, où c'est aussi l'occasion de parler des pages sombres de l'histoire du Havre, d'une des pages sombres de l'histoire du Havre, qui a été très très longtemps finalement un petit peu ignorée, parce qu'évidemment c'est une histoire qui est un petit peu dérangeante, qui est l'histoire de la collaboration, des épurations, etc. Et l'ouvrage, évidemment, donne des faits assez précis sur ces questions, à travers notamment des pages qui sont consacrées à décrire la situation dramatique et les spoliations dont a été victime la communauté juive, une communauté qui passe de 320 personnes au début de la Seconde Guerre mondiale à moitié moins à la fin de l'année 1941. Et toute cette histoire qui jusqu'ici était proprement méconnue et finalement donnée à lire au grand public à partir de cet ouvrage et de travaux très très nombreux qui ont lieu dans les années 2000. L'autre page sombre un petit peu de l'histoire du Havre, elle est révélée, ça incite évidemment à faire un espèce de retour en arrière sur la deuxième partie. Elle est révélée dans la deuxième partie autour de l'histoire du rôle du Havre dans le développement de la traite atlantique entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc ça, ce sont des sujets un petit peu difficiles sur lesquels il y a eu beaucoup de travaux récemment publiés et qui finalement sont réinvestis dans le cadre de cet ouvrage. Et puis l'ouvrage se finit évidemment par des choses un peu plus joyeuses. Il était pratiquement impossible, de toute façon c'était pas notre volonté, de passer sous silence l'originalité de la vie culturelle et de la vie associative aussi au Havre durant la période contemporaine. Donc le chapitre 12, qui est le dernier, est un chapitre qui s'intéresse beaucoup à finalement la place du Havre, qui est souvent une place assez novatrice dans le développement des arts, dans la progression des arts. Évidemment, il y a des pages entières sur le Havre et la peinture avec Claude Monet, mais pas seulement, il y a aussi un certain nombre de développement sur le cinéma, sur la part importante que peut occuper le Havre comme support à la production cinématographique, et puis aussi l'attractivité qu'exerce cette ville en raison
de l'originalité de son patrimoine architectural et puis de la vie sociale qui se développe notamment autour du port.